Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet exercice de système embarqué. On va aujourd'hui parler de l'architecture générale. Vous aviez dans cet exercice des variables à placer en mémoire et aujourd'hui on va regarder les solutions de cet exercice. Alors tout d'abord un peu de culture générale. Euh, pour placer les éléments, pour placer ces variables en mémoire, on a un choix à faire, c'est que du moment qu'une variable a besoin de plusieurs bytes pour être représentée, parce qu'elle est plus que 256, on doit choisir dans quel ordre on veut mettre les bytes qui représentent ce nombre. Et les conventions, ou pour savoir dans quel ordre on utilise un terme qui s'appelle en anglais le endianness, et selon Wikipédia, en français, le terme serait boutisme, de savoir par quel bout on commence. Et le boutisme désigne l'ordre dans lequel ces octets sont placés en mémoire. Il existe deux conventions qui s'opposent l'une à l'autre. L'orientation gros-boutiste ou big-endian, qui démarre avec les octets de poids fort, on met les octets de poids fort en premier, et les petits boutistes ou les little endian qui eux vont commencer par écrire les bytes de poids faible. L'étymologie de ce terme little endian et big endian, ça vient d'un conte de Jonathan Swift qu'il a écrit il y a près de 300 ans, qui s'appelle donc Le Voyage de Gulliver. Et c'était l'histoire des Lilliputiens qui avaient l'habitude de manger leurs œufs à la coque en ouvrant le gros bout de l'œuf. Et un décret les obligeait maintenant à manger les œufs par le petit bout. Et eux n'étaient pas d'accord. Ils ont fait une rébellion et ils se sont dit non, nous on veut continuer à manger nos œufs par le grand côté de l'œuf. Et ils se sont fait appeler les Big Endian, qui voulaient manger les œufs par le gros côté. Et ça a été le début de longues guerres. Donc ça c'est l'histoire de ce terme, Big Endian, Little Endian. Ça a été repris donc par Danny Cohen pour illustrer ces histoires de Little Endian, Big Endian. Danny Cohen, pour info, c'était aussi celui qui a écrit le premier Flight Simulator. On peut illustrer ça aussi comme ça avec le Big Endian, où on voit les Lilliputiens qui avaient l'habitude de manger leurs œufs à la coque en cassant le gros côté de l'œuf, et le roi qui les obligeait maintenant à manger par le petit côté, par les Little Endian. Certains disent aussi que le Big Endian, c'est le côté naturel. On écrit de gauche à droite, on commence par le byte de poids fort. Si on écrit 23, on écrit bien 2, 3, on écrit le byte de poids fort en premier. Little Endian serait un peu pas normal, une manière assez différente ou pas logique de faire les choses. Mais si on regarde par exemple l'allemand, 23 en allemand, on va dire 23, donc on va aussi commencer par le byte de poids faible et continuer avec le byte de poids fort. Ça va se corser en allemand quand on va dire 123, ou on va mettre 123, où on va commencer à inverser ou à mélanger le Big Endian et Little Endian, mais ça c'est un autre débat. Le premier exercice consistait donc à placer différentes variables en mémoire, et la première variable qu'on avait c'était Toto, qui était un long, donc de 4 bytes, qui valait 4576 et qu'il fallait placer à l'adresse 0x023424. Pour commencer, il faut qu'on sache que cette valeur de 4576, comment est-ce qu'on va la représenter dans les 4 bytes à disposition. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on sait qu'un byte c'est 256, donc on peut calculer le modulo 256, on obtient 224, donc, ou en hexadécimal 0x E0, et on sait donc que le byte de poids faible, ça sera 0xE0. Ensuite, on divise par 256, on obtient 17. Donc, on sait que le byte suivant, c'est 17. Comme on est maintenant en dessous de 256, les bytes supérieurs ou les bytes de poids fort seront 0. Une autre option, c'est de convertir carrément tout notre nombre 4576 en hexadécimal. Et avec ça, on va obtenir les 4 bytes en partant du byte de poids fort en allant vers le byte de poids faible. Et quand on est en Big Endian,
ce qu'on fait, c'est qu'on commence par représenter donc l'adresse qu'on doit avoir, le 0234224. La première adresse qu'on a à disposition, on y met le byte de poids fort, big endian, byte de poids fort. On commence donc par 00110E. Little Endian, ça va être l'inverse. On va commencer avec le byte de poids faible. On va commencer ici avec E0. Et ensuite, on va mettre 1100 et les bytes de poids fort en premier. Notez qu'on parle toujours bien des bytes de poids fort ou de poids faible, jamais des bits. Les bits de poids fort ou poids faible, dans nos exemples, ils seront toujours à la même place. Qu'on soit en Little Endian ou en Big Endian, les bits restent à la même place. C'est les bytes qui sont à des endroits différents. Dans l'exercice, on ne vous demandait pas de placer les variables dans un tableau de bytes, mais dans un tableau de mots de 32 bits, où on regroupe 4 bytes entre eux pour faire un mot de 32 bits, et on représente ici la ligne 0x23424. La suivante, ça sera 0x23428. On a toujours des blocs de 4 bytes. Quand on est en Big Endian, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre on va répartir les 4 adresses qui correspondent à la ligne en commençant par la gauche. Donc je vais avoir la 0x23424, 5, 6, 7 de gauche à droite. Donc je vais mettre à 0x23424, je mets le byte de poids fort, en 2,5 le suivant, 2,6 et je termine en 2,7 avec le byte de poids faible. Si je veux représenter un tel tableau et je suis en Little Endian, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais faire l'inverse. Je vais dire que l'adresse 0x23424, c'est cette case ici, et je vais avoir la 2,5, 2,6, 2,7 qui va de droite à gauche cette fois. Et je vais représenter mes nombres également. Donc en commençant avec le byte de poids faible, je vais mettre le 0xe0 ici, 11, 00, 00. On voit que les deux nombres sont représentés de la même manière. Que je sois en Big Endian ou en Little Endian, mes deux nombres sont représentés de la même manière, sauf que dans le cas du Big Endian, les adresses ou les 4 adresses que j'ai dans ma ligne vont de gauche à droite, alors qu'en Little Endian, je vais de droite à gauche. On voit que dans le tableau précédent, quand j'étais ici, le Big Endian et le Little Endian, on n'avait pas les mêmes valeurs qui étaient dans les mêmes cases, mais ça dépend juste dans quel ordre on prend ces cases. Si je prends des adresses petites à hautes, j'ai cette valeur-là, et ici la même chose, si je prends de haut à basse, je vais avoir la même chose. Dans les deux cas, je vais avoir 0, 0, 1, 1, 0. Ça dépend juste dans quel sens je regarde mes valeurs. Et c'est ce que je vais faire ici, dans mon tableau. Quand je suis en Big Endian, je représente les 4 adresses en croissant, en allant de gauche à droite, et quand je suis en Little Endian, je vais de droite à gauche. Ce qui fait que les valeurs que je vais lire dans mon tableau, elles seront exactement, dans les deux cas, la même chose, avec le byte de poids fort toujours sur la gauche. Pour l'exercice 1b, on avait une autre variable riri qui valait moins 2. Cette fois, la même chose, on a un seul byte à mettre en mémoire en 0x23411e. Donc là, on va utiliser que cette case-là, mais d'abord, commençons par voir la valeur de moins 2 en hexadécimal. On sait que moins 1, ça serait 0xff, donc moins 2, c'est 0xfe, qu'on place à cette adresse de 341e. Donc là, si on a un tableau de bytes, on a dans les deux cas la même chose, qu'on soit en Big Endian ou en Little Endian. Si maintenant on décide de représenter notre tableau sous la forme de mots de 32 bits ou de 4 bytes, comme on avait fait avant, maintenant l'adresse 1C en Big Endian se trouve sur la gauche, donc j'ai le 1C, 1D, 1E, mon FE va venir ici à l'adresse 1E. Alors que si je suis en Little Endian, mon adresse 1C se trouve ici sur la droite, donc je vais avoir 1C, 1D, 1E, ma valeur de moins 2 ou 0xfe va venir dans cette case-là. Exercice suivant, on a un short de 260. On convertit aussi 260 en hexadécimal. C'est 256 plus 4, donc 1 fois 256 plus 4. C'est facile à faire la conversion ici. Et comme je suis à l'adresse 0x02340C, je vais commencer ici. En Big Endian, je vais mettre le 1 et le 4 du byte de poids fort vers le byte de poids faible. Et en Little Endian, ça sera l'inverse. Je vais commencer par le byte de poids faible et je vais mettre ensuite le byte de poids fort.
Si on représente maintenant ça dans notre tableau de 32 bits, alors en big endian, je vais avoir ces deux cases qui seront utilisées, donc le 0x2340C 40D, dans lequel je vais mettre le byte de poids fort et le byte de poids faible. Quand je suis en Little Endian, je vais mettre dans la case ici qui correspond à 0x2340C le byte de poids faible, donc 4, et en D, je mettrai le byte de poids fort 1. Exercice suivant, on a de nouveau un byte 130 à une adresse. Le 130, c'est 128 plus 2, donc c'est 0x82, le 8 pour le 128, le 2 pour ce qu'on a additionné, donc 2. Et maintenant, on va le positionner à l'adresse 0x23440, c'est la première case ici. Dans les deux cas, on a 0x82 en big endian ou en little endian. Si on représente dans notre tableau de 32 bits, on a en big endian, la case 23440 se trouve ici. Donc on va mettre le 8.2 ici. En little endian, cette case se trouve sur la droite et on met le 8.2 ici. Exercice suivant, on a de nouveau un long maintenant, Mario, qui vaut 542 887 249. Pour convertir ça en base 16, on va utiliser la méthode traditionnelle, donc on va soit utiliser une calculatrice ou bien faire les divisions et les modulos comme on a appris à le faire, et on voit qu'on obtient 0x20, 5b, cd, 5,1. Si on est en big endian, on va commencer à l'adresse 3c par le byte de poids fort, 20, 5b, cd, 5,1. Si on est en little endian, on commence par le byte de poids faible, 51, cd, 5b, 20. Si on doit les remettre dans un tableau de 32 bits, l'adresse 0x2343C en big endian, c'est celle de gauche. Donc on commence par le byte de poids fort de 20 à 5,1. En little endian, l'adresse 3C, c'est la case de droite et on met le byte de poids faible 51 à 20. Encore une fois, quand on regarde les deux nombres, on obtient la même chose, mais les adresses sont simplement dans les ordres opposés. Si on résume sur notre tableau, voilà ce qu'on obtient en big endian, le placement des variables est en little endian. Voilà, pour l'exercice 2, il s'agissait de définir les différents types d'intégration qu'on avait dans les microprocesseurs ou dans les microcontrôleurs et ces choses-là. Mais peut-être d'abord pour commencer, qu'est-ce qu'il y avait avant les microprocesseurs? Qu'est-ce qu'on utilisait avant? On utilisait déjà des circuits intégrés. Les circuits intégrés, c'était une des innovations qui a amené au microprocesseur, mais au début, on avait des circuits intégrés qui implémentaient des registres, on pouvait acheter un circuit intégré qui faisait un Arithmetical and Logical Unit. On pouvait donc combiner ces différents circuits intégrés pour en faire un processeur. Donc un processeur, c'était plusieurs circuits assemblés pour pouvoir faire ce qu'on voulait lui faire faire. Et il y a d'ailleurs un Anglais qui a fait il y a quelques années, il a décidé de refaire un microprocesseur qu'il a appelé le mégaprocesseur, et il l'a fait non pas avec des circuits intégrés, mais il l'a fait uniquement à l'aide de transistors. Son système on voit l'illustration ici, donc il prend plusieurs panneaux, il pèse aussi vraiment très très lourd aussi, et il est composé de 42 300 transistors. Donc il a implémenté toutes les portes logiques à l'aide de transistors. Son but était de visualiser ce qui se passait à l'intérieur d'un microprocesseur. On voit d'ailleurs ici les General Purpose Registers, on peut compter 1, 2, 3, 4. On peut voir les bits, on peut tout voir ce qui se passe à l'intérieur de ces registres. Donc on avait un système 16 bits, 4 registres. On avait aussi un program counter, un status register et un stack pointer qui sont représentés ici, sur ces panneaux ici. Le système pouvait travailler à 20 kHz, donc il est capable de faire 20 000 instructions à la seconde. Et il avait également 10 000, en plus des 42 000 transistors, il avait plus de 10 000 LED pour visualiser ce qui se passait sur le processeur. Et ça coûtait 40 000 livres pour réaliser ça. Donc l'idée est intéressante, c'est vraiment de se dire, ça vous permet réellement de voir à l'intérieur d'un microprocesseur et de comprendre en détail tout ce qui se passe. Il est maintenant dans un musée en exposition. Mais donc, si on reprend maintenant l'exercice 2,
la première chose, c'était de décrire l'intégration qu'on avait au cœur d'un microprocesseur. Et dans un microprocesseur, on intègre en fait l'unité de commande, l'unité arithmétique, logique et la banque de registres sur le même circuit. On a un seul morceau de silicium qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir implémenter un microprocesseur. Et là, le précurseur ou le premier microprocesseur qu'on avait, c'était le Intel 4004, que vous avez en illustration ici, qui était le premier microprocesseur qui avait ces différents composants sur le même chip. Ensuite, le microcontrôleur, l'étape suivante. Et là, l'idée, c'est qu'en plus du microprocesseur, on lui met de la mémoire, de la RAM, de la flash et quelques périphériques, par exemple des ports série, éventuellement un port Ethernet, de l'USB, de l'IK-C, sur un même silicium. Un des représentants de cette famille des microcontrôleurs que j'ai mis ici en illustration, c'est le Atmel ATmega 328, qui est le microcontrôleur qui alimente ou qui est au cœur des Arduino, des systèmes Arduino. Quand on parle de single chip, on dit que c'est un microcontrôleur qui peut fonctionner sans aucun autre périphérique externe. Il n'a rien besoin d'autre pour pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on appelle donc ce single chip. Et une définition un cran plus loin, c'est le System on Chip ou SoC, System on Chip. Dans ce cas-là, ça c'est un système intégré qui est sur une plaque de silicium. Vous avez le microcontrôleur qu'on a vu avant et une série de périphériques qui sont spécifiques. Par exemple, ça peut être des timers, ça peut être des ports série, ça peut être des CAN bus, ça peut être vraiment beaucoup de choses qui peuvent être spécifiques à un système. Et des illustrations, vous avez le système on chip que vous avez sur votre BeagleBone Black, par exemple, de Texas Instruments, ou de Broadcom, celui que vous avez en illustration ici, qui est celui qui est au cœur des Raspberry Pi. Donc voilà pour ces quelques définitions. L'exercice 3, on parlait des performances d'un microprocesseur et on disait qu'il y a 3 facteurs qui permettent d'influencer les performances d'un processeur. Le temps par cycle, et là aussi on va essayer de réduire le temps par cycle pour aller plus vite. Ensuite, le nombre de cycles qu'il nous faut pour une instruction, là aussi on va essayer de le réduire. Et le nombre d'instructions par programme, encore une fois, on va réduire ce nombre d'instructions pour réussir à aller plus vite. Plus ces valeurs seront petites, plus notre programme sera rapide. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer ces facteurs ou les réduire? Pour le temps par cycle, la seule chose qu'on peut vraiment faire pour ça, c'est d'augmenter la fréquence du processeur. Et on voit qu'on est dans les gigahertz déjà maintenant. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus haut, mais c'est une des possibilités d'améliorer notre système. Si on ne peut pas améliorer le temps par cycle, ou si on ne peut plus beaucoup l'améliorer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut améliorer le nombre de cycles par instruction. Et là, vous allez le voir dans le cours suivant. On va implémenter ce qu'on appelle un pipeline pour faire ça. Où on sait que pour décoder ou pour travailler une instruction, on a besoin de plusieurs cycles. On a vu aussi différentes phases qu'il y avait. Une instruction par exemple, elle va d'abord passer par la partie fetch qui va la lire de la mémoire. On doit ensuite la décoder, on doit ensuite l'exécuter. Ces différentes phases prennent du temps. Et si on fait un pipeline, on arrive à paralléliser ces différentes phases et on arrive à, comme ça, gagner dans le nombre de cycles par instruction. Et les pipelines vont être de plus en plus longues ou de plus en plus profondes pour justement améliorer encore le nombre de cycles par instruction qu'on arrive à tirer d'un microprocesseur. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut améliorer le nombre d'instructions par programme? Alors là, le but, c'est d'avoir un jeu d'instructions du microprocesseur qui nous permet de coder avec moins d'instructions. Et là, dans le processeur ARM, on a plusieurs exemples qui permettent de montrer des instructions qui sont très compactes. Typiquement, on a la possibilité de post-incrémenter ou de pré-incrémenter un registre qu'on emploie comme index. On a vu dans les différents modes d'adressage, on est capable d'employer un compteur ou un index qui va être automatiquement, l'opération va lire une mémoire et en même temps va incrémenter un registre qu'on emploie pour indexer la mémoire. Ça, c'est une des manières qui est très bien pour réduire le nombre d'instructions. On a aussi sur le processeur ARM nos instructions conditionnelles où on peut dire
fait cette instruction seulement si une condition est donnée. On peut le faire non seulement pour les branches, ce que la plupart des processeurs peuvent faire, mais le ARM peut le faire pour pratiquement toutes les instructions. Et ça permet également de nettement réduire le nombre d'instructions qu'on a pour faire une opération donnée. Ou alors, par exemple, on a vu aussi ce barrel shifter qui permet en une seule opération de faire une opération, par exemple une addition et un shift en même temps. Là aussi, c'est des systèmes qui sont, ou des mécanismes qui sont très très bien pensés dans le processeur ARM pour permettre de réduire le nombre d'instructions pour faire tourner le programme. L'autre manière d'améliorer ça, c'est de coder de manière plus efficace aussi. Effectivement, si on code de manière peu réfléchie et on gaspille les instructions dans notre programme parce qu'on a mal codé, c'est aussi, on peut simplement améliorer en codant mieux et puis en soignant mieux la manière d'écrire un programme pour faire en sorte qu'il y ait moins d'instructions. Donc voilà, avec ça, ça termine cette correction de cette série d'exercices. Merci pour votre attention et à tout bientôt. Au revoir.